La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de suivre cette édition. Voici d'abord les titres. Dire non à la corruption dans les services de l'administration et partout ailleurs. Le Haplousia part en campagne de sensibilisation nationale, rappelant les mesures qui sanctionnent ce manquement. Nous parlerons de l'étape de Yoto dans ce journal. Et justement, le Yoto qui célèbre demain sa fête traditionnelle Hogbezo, une fête autour de valeurs culturelles du milieu et des défis de développement. Et à la veille de la célébration, les populations ont demandé l'onction des ancêtres. Nous le verrons dans le reportage de Gérard Lagoudou. Et nous ouvrons ce journal avec la suite du séjour de Yawa Digboli Tchegan au Caire en Égypte. La présidente de l'Assemblée nationale et sa délégation étaient ce vendredi sur l'axe coopération culturelle et touristique. Ils ont visité l'une des 7 merveilles du monde antique et également le complexe des religions et le musée du Caire. Prudence Zissou est sur place pour la télévision togolaise. Les 7 merveilles du monde antique, les pyramides d'Égypte sont les plus anciennes et les seules à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les tombeaux des pharaons de l'ancien empire égyptien. C'est un grand pan de l'industrie culturelle de ce grand pays du Maghreb et une coopération culturelle et touristique plus dynamique entre le Togo et l'Égypte. C'est la volonté affichée par les deux pays pour plus d'intégration. En séjour au Caire, la présidente de l'Assemblée nationale et sa délégation se sont rendus sur le site Gizeh qui rassemble les 3 grandes pyramides du pays des pharaons. Voulant découvrir davantage les différentes étapes de l'histoire de l'Égypte antique, la présidente de la représentation nationale n'a pas hésité à visiter l'intérieur de Khéops, la plus grande pyramide de l'Égypte avec 230 mètres de base et 146 mètres comme hauteur. Après un passage plat, l'on emprunte successivement 2 pentes obliques pour arriver à la chambre du roi. Un véritable parcours de combattants. Ici, une partie de l'histoire antique est retracée par le guide. Au-delà de Khéops, le site renferme également d'autres tombeaux de rois et dignitaires de l'Égypte ancienne, Képhren et Mykérinos. Cette visite guidée a conduit la délégation au musée de la barque solaire installé sur le plateau de Gizeh au pied des 3 pyramides. L'histoire de l'Égypte antique, c'est aussi les plus anciennes et célèbres églises coptes du Caire. L'église Sainte-Marie, encore appelée église suspendue, construite depuis le IVe siècle, en dit long. Le périple de la présidente de l'Assemblée nationale l'a conduit à la synagogue Ben Ezra du Caire, la plus ancienne d'Égypte. Elle est unique par son mélange d'architecture chrétienne, d'arabesques islamiques et d'ornements juifs. Un tour à la mosquée Amr ibn Alas pour découvrir les réalités architecturales qui s'y trouvent. Autre patrimoine culturel de ce pays, le musée égyptien du Caire, l'un des plus grands musées entièrement consacrés à l'antiquité égyptienne. Plus de 120 000 objets, des pièces uniques allant de petits bijoux de l'époque jusqu'au contenu de la tombe du célèbre pharaon Toutankhamon et ses sarcophages ainsi que des collections d'objets provenant des palais royaux. Le musée a déjà reçu plus de 100 millions de visiteurs. Après cette visite qui a permis de vivre une fois encore l'histoire de la civilisation égyptienne, la délégation du Parlement togolais repart satisfait et peut se mettre déjà au travail pour mieux tirer les fruits de la coopération culturelle et touristique entre Lomé et le Caire. De retour à Lomé, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est en campagne nationale. Elle a rappelé ce jeudi aux responsables de la préfecture de Yoto la nécessité d'éviter de tomber dans le piège de la corruption et elle a insisté surtout sur les mesures qui sanctionnent le manquement. Voyons cela avec Komu Poyode. Comme la culture du maïs, la chenille légionnaire d'automne attaque environ 80 espèces végétales.
On la reconnaît surtout pour sa capacité destructrice des plantations. Conséquence, la perte des productions agricoles, ce qui influe négativement sur la sécurité alimentaire. La FAO met en place une nouvelle méthode pour lutter contre le ravageur au Togo. Méthode partagée ici avec les agents vulgarisateurs et des producteurs leaders de la région maritime en vue de son appropriation. La FAO a mis en place, grâce à l'intelligence artificielle, un outil logiciel qui permet à partir des smartphones de scanner une plante et de détecter s'il y a une chenille ou pas. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'apporter la connaissance nécessaire aux agents de l'État afin que sur le terrain, ils puissent dépister facilement la chenille et envoyer l'information à la cellule qui gère la chenille légionnaire. Depuis l'apparition de ce ravageur au Togo en 2016, le gouvernement ne cesse de multiplier des initiatives pour soutenir les agriculteurs. Et aujourd'hui, les résultats le prouvent, le pays est sur la bonne voie. L'État a inscrit ça dans son budget et a acheté les produits, les appareils de traitement et les équipements de protection individuelle que nous avons mis dans toutes les directions régionales et pour intervenir en cas d'urgence. Et disons que cette aide aussi n'a pas pu couvrir tous les ménages. Il y a toujours des efforts à faire. En 2016, quand la chenille est apparue, comme c'est la première fois, tout le monde était quand même sur le qui-vive inquiet. Mais 3 ans après, on peut dire que les efforts permettent quand même de limiter les dégâts et surtout lorsque le maïs parvient à un cycle de végétation qui le permet d'être robuste. Cette rencontre de Théviers se tient simultanément avec celle de Kara. Elle sera organisée dans les différentes régions du pays pour permettre à tous ceux qui sont impliqués dans le combat contre la chenille légionnaire d'atteindre leur objectif. Vous avez suivi plutôt là le sujet sur la lutte contre la chenille légionnaire, une lutte menée par la FAO, un sujet de Firmin Adjinari. On reste sur le champ de l'agriculture et pour parler des commerçants et exportateurs de soja du Togo qui sont décidés à booster leur filière. Ils se sont ainsi retrouvés à Sotobois pour une autocritique, mais également pour les préoccupations qui sont leurs. On fait le point avec Désiré Aloï. Du dynamisme des uns et des autres. Le soja a une filière qui porte espoir pour booster la croissance économique. En amont tout comme en aval, des efforts sont consentis dans l'amélioration de la productivité, la commercialisation et la transformation. Ici, il est question de la commercialisation. Les commerçants exportateurs regroupés en association nationale sur la voie d'une dynamique. Venus de toutes les préfectures du Togo, ils sont en une rencontre à Sotobois. En toile de fond, se faire une autocritique, analyser leur entreprise et projeter un plan d'action bien conçu afin de répondre aux engagements. Notre association ANSES, qui veut dire Association nationale des commerçants exportateurs du soja du Togo, vient d'avoir des tests réglementaires pour régir tout ce qui concerne le circuit de commercialisation du soja au Togo. Et ces 2 arrêtés sont en quelque sorte la force de pouce pour nous, acteurs de la commercialisation du soja au Togo, pour savoir comment nous devons cheminer ensemble pour porter très haut cette filière qui est d'ailleurs un engagement très fort du gouvernement à travers le PND, qui est d'organiser toutes les filières agricoles du Togo. Et ce jour d'Assemblée générale extraordinaire, parce que nous sommes à la veille donc de la commercialisation du soja pour cette nouvelle campagne 2019-2020. Il est très important de partager ces arrêtés interministériels entre tous les acteurs de la commercialisation du soja au Togo et de donner tout ce qui est conditions à réunir pour pouvoir se conformer donc à ces tests réglementaires-là. Quel mécanisme mettre en place alors pour satisfaire tous les membres de l'ANSES? La filière soja, une préoccupation du gouvernement togolais pour ouvrir un canal de plus dans la voie de relance économique. Objectif, appuyer la croissance, le PND. Il est aussi important de se statuer en tant que commerçant du soja sur le prix de base qui pouvait être un prix qui doit être raisonnable. Et dans les ambitions du gouvernement, c'est d'aider les producteurs à la base.
Donc aider les producteurs à la base, c'est donc avoir aussi de point de vue sur tout ce qui se passe dans le circuit de commercialisation. Et donc nous, on est là pour soutenir donc ce point important afin que la filière puisse être durable et que les producteurs soient toujours motivés pour produire et mieux produire. Et répondre forcément à la vision du gouvernement et surtout à ce moment fort du programme national de développement. En somme, il faut aller à grands pas et sur mettre les bouchées doubles, lever tous les goulots d'étranglement et opter pour des lobbying afin que le maillon réussisse dans la chaîne. Et de l'eau et des arbres, l'agriculture en a besoin. L'ONG Adiaye a ainsi réuni les autorités de la préfecture de la Kosa et les représentants des populations riveraines du barrage de la Kosa autour d'un projet reboiser le site du barrage de la Kosa. Et pour ce faire, l'ONG sollicite l'implication de tous ces acteurs. Nestor Mouzou nous en parle. La société Contour Global a initié un projet de reboisement compensatoire de 50 hectares à travers les 5 régions économiques du Togo. C'est dans ce contexte que la société a ciblé les berges du barrage de la Kosa pour reboiser 10 hectares autour de ce site que la TDE exploite pour fournir de l'eau potable aux populations de la Kosa et de ses environs. À la suite du processus de recrutement, l'organisation de développement et l'incitation à l'auto-emploi au CAE a été retenue pour mener l'opération. Après avoir démarré les activités préliminaires, cette ONG a jugé nécessaire de présenter le document projet aux autorités administratives traditionnelles de la Kosa et aux communautés bénéficiaires afin de susciter leur adhésion et leur appropriation des actions qui seront menées. Les axes du projet consistent d'abord à la délimitation de 50 mètres du pourtour du barrage de la Kosa et d'entreprendre les activités de défrichement, le piquetage, l'acquisition des essences et la mise en terre de ces essences. Au-delà de la mise en terre de ces essences maintenant, procéder à l'entretien des arbres, mise en terre à travers le sarclage et la lutte contre les feux de végétation à travers la délimitation et l'installation des pare-feux. Et au-delà de ces actions aussi, il y a déjà les actions communautaires, la sensibilisation des populations riveraines du barrage. 2 raisons principales fondent la démarche de la société Contour Global et son partenaire Odiaye. Permettre au barrage de la Kosa de continuer par jouer son rôle de pourvoyeur d'eau et lutter contre les changements climatiques. Ce projet soit un projet durable. Dans le même genre, dans la région centrale, pas loin, des structures proches des populations à la base se sont retrouvées pour échanger sur des solutions innovantes en matière de protection de l'environnement. La rencontre est à mettre à l'actif de Urbis Foundation. Désiré Aloyer pour des précisions. Des actions en amont se conjuguent pour donner une réponse efficace, œuvrer à contrer le changement climatique. Le gouvernement togolais soutenu par des partenaires, notamment les ONG, en action pour la cause. Urbis Foundation Togo en action innovante. Trouver des stratégies et pratiques durables de protection et de gestion de l'environnement. À ce côté, la Fondation au contact des acteurs de la société civile pour débattre des questions liées au changement climatique. Comment gérer les solutions innovantes. Donc, il va falloir que nous réfléchissions de la manière de mettre des mécanismes qui puissent permettre à lutter contre ces genres de phénomènes. Et donc c'est pourquoi c'est très important qu'on puisse réfléchir avec les acteurs qui sont sur le terrain et trouver des solutions. Nous précisons des solutions innovantes parce que à chaque communauté ou à chaque milieu sa réalité. Et donc nous voudrons des solutions qui proviennent de la communauté, qui proviennent de nos localités ici, histoire pour nous de pouvoir mieux les approprier et les mettre en exécution et sauver véritablement notre environnement. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à la Fondation Hansedel qui accompagne techniquement et financièrement ce projet. Nous sommes venus ici, on a vu aussi qu'il y a une nouvelle approche, la Baraza, qui en fait est une approche participative à la base sur les changements climatiques. Donc nous avons aussi appris de nouvelles approches pour que nous puissions
au retour dans nos structures de base et dans nos communautés, aider à renforcer la lutte contre les changements climatiques. Un article en lien avec le concept clé, la lutte contre le changement climatique, sera rédigé pour servir de repère aux différents projets engagés dans la lutte contre le changement climatique et propulser le processus RED+. De la santé animale, de la santé de la nature à la santé de l'homme, cela fait 4 ans maintenant que la coordination nationale des clubs RFI sensibilise les populations sur le danger que représentent les faux médicaments. Ce vendredi, en une conférence, le débat s'est encore posé sur ce que c'est qu'un médicament faux et ses conséquences sur la santé. Retrouvons aussi les réponses avec Guillaume Egbakou et Lucassi. C'est un risque grave pour la santé, l'usage des faux médicaments. En plus de ne pas traiter le mal dont souffre le patient, ils détruisent ou affaiblissent le système immunitaire de celui qui les consomme. À l'heure où l'on lutte contre ces médicaments dangereux pour la santé humaine, les circuits de distribution n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais alors, qu'est-ce qu'un faux médicament et comment l'éviter ? La seule façon de reconnaître le faux médicament, c'est d'aller en pharmacie. Si vous achetez le médicament au bord de la route, vous êtes sûr que vous achetez un faux médicament. C'est que la maladie ne sera pas traitée. Il peut se créer d'autres maladies aussi en prenant le faux médicament. Parce qu'il y a des substances dans le faux médicament qui vont entraîner d'autres effets dans l'organisme déjà malade. Et étant donné que le faux médicament est souvent sous-dosé, c'est-à-dire que la quantité de substance qui va traiter la maladie n'est pas suffisante dans le faux médicament. Donc cela va entraîner, quand il s'agit des germes, quand il s'agit d'une infection, la survenue des résistances. En ce sens que le germe qui devait être combattu et détruit, tué par le médicament, il va plutôt s'habituer à ce médicament, à cette molécule qui est insuffisamment donnée. Il devient plus fort. À l'avenir, vous donnez ce médicament, ça ne lui dit plus rien. La coordination nationale du club RFI s'active aux côtés du gouvernement depuis 5 ans déjà pour mettre fin à la circulation et à l'usage des faux médicaments. Bien évidemment, à travers des actions de sensibilisation et de conscientisation sur le terrain. Nous luttons pour que nos populations comprennent les risques qui sont liés aux faux médicaments et qu'ils boycottent en fait ces faux médicaments. Et nous avons sillonné les villes comme Adeta, Kara. Et après le retour qui nous est fait, c'est que depuis le passage du club RFI, les campagnes de sensibilisation qu'on a fait, l'usage de ces faux médicaments a nettement diminué dans ces localités. Et nous avons les pharmacies ou bien des points focaux qui sont dans ces différentes villes qui nous font des rapports périodiques sur tout ce qui se fait en matière d'approvisionnement au niveau des médicaments de rue. Si le marché est inondé de 50% de médicaments de bonne qualité et 50% de médicaments de qualité douteuse, selon les spécialistes, les populations devraient faire le bon choix pour ne pas subir le revers de la médaille. Parlait tantôt, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est en campagne nationale. Elle a rappelé jeudi aux responsables de la préfecture de Yoto la nécessité d'éviter le piège de la corruption et elle a surtout insisté sur les mesures qui sanctionnent ce manquement. Bon, cela avec Komu Koyode. C'est dans une ambiance de convivialité que les échanges se sont déroulés avec les responsables des services préfectoraux de Yoto. Occasion pour les membres de la Haute Autorité de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Haplusia, de les entretenir sur le fléau qu'est la corruption et ses conséquences sur le développement socio-économique. Il s'est agi également d'échanger sur les mesures préventives et celles répressives en cas de récidive. Un message favorablement accueilli. Nous nous réjouissons de cette initiative qui a consisté à sensibiliser nos populations sur la corruption et ses méfaits. Cela nous a permis de prendre conscience sur ce danger. Nous invitons la population à dénoncer
tout comportement de prévarication, de concussion, de malversation de nos économies pour que le Togo puisse atteindre les objectifs fixés dans le PMD. C'est une démarche des autorités au plus haut niveau qui s'inscrit dans la dynamique de la bonne gouvernance, avec comme souci permanent d'assurer le bien-être des Togolais. Il y a corruption lorsque un agent public détourne les deniers publics. Il se fait payer là où il ne doit pas être payé. Un fonctionnaire, il est payé à la fin du mois par l'État. Donc ce n'est pas l'usager du service public qui doit payer. Si quelqu'un se fait payer en plus de son salaire mensuel, il est en situation de corruption. Quelqu'un qui abuse du pouvoir qu'on lui a donné, du service qu'on lui a donné pour s'enrichir illégalement est en situation de corruption. Ceux qui se laissent prendre par ce fléau et ils vont répondre devant la rigueur de la loi. Je voudrais préciser que nous n'attendons pas la fin de la campagne pour poursuivre les fossoyeurs de l'économie nationale. Tous les cas que vous connaissez qui font partie du domaine public, qui intéressent tout le Togo, nous nous occupons déjà de ces cas. La corruption est une situation qui entrave le bon déroulement des initiatives en faveur des objectifs du PND. 41 nouveaux volontaires américains du corps de la paix affectés au Togo ont prêté serment ce vendredi à Lomé. C'était devant les autorités des deux pays. Ils assisteront sur tout le territoire les populations locales dans les services notamment de santé communautaire, d'éducation et d'agriculture. Le compte rendu de la cérémonie avec Yasmine Kodja. Nicolas Dewar vient de la Virginie du Nord, un État des États-Unis. Il fait partie des 41 nouveaux volontaires Vague 19. Après 3 mois de formation en développement communautaire, en linguistique et autres, Nicolas, à l'instar des autres volontaires, va apporter sa contribution au développement de sa communauté d'accueil. Nous avons appris beaucoup. Nous avons commencé avec la langue. À la FIA, je vais bien. Pour moi, c'est le Chamba. Et nous avons appris beaucoup de techniques agricoles. Et aussi, nous avons fait des cours en la compréhension et la sensibilité de la diversité. Et comment on peut mieux intégrer dans une communauté nouvelle. Ces volontaires s'engagent à remplir convenablement leur mission et vivre une nouvelle expérience au Togo. Nous allons aider avec le développement du Togo. Nous allons travailler dans les villages ruraux pour aider avec le développement. Les choses que nous pouvons partager dans une manière de la paix et de l'amitié entre les peuples, je pense que c'est une cause noble. Et la plupart de leurs activités sont visées aux jeunes togolaises dans l'école secondaire et dans le village rural. À travers ces jeunes volontaires du corps de la paix, les États-Unis ont réaffirmé leur collaboration et leur volonté de participer aux initiatives de développement au Togo. Nous disposons d'une vaste pool de compétences. Ils viennent d'achever plusieurs semaines de formation et sont impatients de travailler au sein de leurs communautés respectives. Je voudrais également relever que ces volontaires feront le même serment que moi lorsque j'ai prêté serment d'abord en tant que volontaire en 1982, en commencement mon carrière comme diplomate en 1989 et en 2019 en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Togo. Le ministre de la Sécurité, représentant son collègue des Affaires étrangères, a magnifié le rôle éminent des États-Unis par leur implication dans divers domaines. Il a salué les jeunes volontaires qui, par leur engagement, apportent de multiples appuis à la population à la base. La vocation des volontaires du corps de la paix, qui consiste à se rapprocher des populations en vue d'apporter des solutions concrètes à leurs difficultés, relève d'une approche pragmatique qu'il faut mettre en évidence. Les 41 volontaires du corps de la paix seront affectés dans les régions de la Kara, centrale, plateau et maritime, et cela pour 2 ans. Ndinami. Timieo. Payamse Abigail. Ditoni Logotame. Une centaine de jeunes de divers pays sont à Lomé pour le traditionnel forum d'Amnesty International. Ils sont appelés, ces jeunes, à être de braves modèles d'activisme dans leur communauté. La rencontre d'une semaine a donc commencé ce vendredi, comme on va le voir dans ce sujet de Edwige Atakba Bassabi et Ramdan Bassila.
Des jeunes militants engagés dans la promotion des droits humains à travers leur communauté. Comme tous les ans, ils viennent de tout le Togo pour partager leurs expériences et mettre à jour leurs connaissances. C'est Amnesty International Section Togo qui, dans son projet dénommé Projet École Amis des droits humains, qui encadre cette jeunesse issue des clubs et écoles du pays. Le Forum national jeune de cette année va rassembler environ 120 jeunes qui viennent de partout, de tout le territoire, faire des prospectives, faire des projets, faire des propositions d'action qu'ils vont exécuter au cours de l'année scolaire qui va commencer dans quelques jours. Il y aura une série de communications qui leur sera adressée sur le vivre ensemble, les droits humains, les comportements civiques, les actions pour être des modèles pour la société. L'Union européenne soutient la démarche et félicite l'État togolais pour ses efforts pour le rayonnement du vivre ensemble et la valorisation des droits humains partout dans le pays. Comme la jeunesse est l'avenir, si on investit dans l'avenir, si on investit dans la jeunesse et aussi surtout dans le respect des droits de l'homme, dans le civisme, dans la tolérance, on aura des fruits très, très doux à l'avenir. Une semaine d'intenses activités attend ces jeunes d'Amnesty International Togo. Au sortir de ce forum national, ils seront à même d'être de vrais vecteurs de paix et de cohésion sociale. Ils exercent des métiers dits de femmes, mais des métiers qui leur permettent de subvenir à leurs besoins propres et à ceux de leur famille. Ce sont des hommes qui ont fait des choix de vie bien assumés finalement. Tommy, par exemple, vend des fruits et Messin des anchois fumés, communément appelés doevi. Immersion dans l'univers de ces hommes qui attirent bien de regards avec Solange Amandé et Sonia Amenipo. Il s'appelle Messon, le troisième garçon de sa maman. À 29 ans, il est vendeur des anchois communément appelés doevi. C'est son activité principale depuis une dizaine d'années ici au marché d'Aguasiyeye. Ce commerce, il a hérité de sa maman. Et quotidiennement, il en prend soin car ça lui procure son gagne-pain. Nous sommes une famille de 4 garçons. Et la maman n'a pas mis au monde de filles. Donc nous l'aidons depuis l'enfance. Donc c'est devenu une habitude pour nous. Et du coup, lorsque j'ai terminé les études, je n'ai pas encore trouvé de boulot. Je suis venu pour l'aider. Et au fur et à mesure que je l'aide, je vois que je suis en train d'entreprendre aussi. Comme Messin, on retrouve aujourd'hui de plus en plus d'hommes dans les petits commerces autrefois réservés aux femmes. Dans ce quartier de Corée, ce père de 2 enfants a érigé son commerce juste devant chez lui. Spécialement, il a opté pour la vente des fruits il y a 8 ans de cela. Dans cette activité, comme il se fait souvent aider par sa femme, elle se charge surtout de l'approvisionnement des fruits. On a commencé avec une somme de 1000 francs. On a acheté certaines oranges et certaines bananes. C'est à base de cela qu'on a commencé jusqu'à arriver à ce niveau. Si on trouve à manger et faire nourrir nos enfants et aller à l'école, c'est dans ça. Depuis mon enfance, c'est moi seul qui était chez maman. C'est-à-dire les autres sont partis. Je fais toute activité comme une femme. Donc je me suis habitué à tout. Si elle achète les bananes, les oranges, moi je transporte et je me promène dans le quartier en disant je vends des oranges, des bananes. Donc avec cette allure, moi-même je me suis intéressé à cette activité. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on souvent. Cependant, malgré leur motivation et l'envie de réussir leur vie dignement, ces 2 hommes sont indignés des regards de la société. Il y a les femmes qui me trouvent que c'est le boulot des femmes que je fais, mais moi-même je sais ce que je fais. Ça rapporte que mes frères n'aient pas la honte de faire les activités que les hommes ne faisaient pas. Si je suis ici, d'autres viendraient me dire, oh, toi un homme, tu vends les choses là. Je me dis, toi là, mon ami, là où nous sommes actuellement, si c'est les femmes qui devaient vendre ça, et toi tu es là, et tu souffres, tu ne trouves pas manger, reste là-bas. On doit s'efforcer. Et que tu trouves quelque chose et tu vois ton ami essaie de faire, il faut s'approcher. Mon ami, ça c'est difficile, est-ce que moi aussi je peux faire? Ou bien c'est pour nous de financer, ou bien comment je vais faire? On vous explique, et on vous trace le chemin, si tu veux, tu peux aller. Une chose est claire, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les activités.
Dans les marchés, sur les routes, partout ailleurs, on les retrouve, les hommes de tout âge qui exercent les activités jadis réservées exclusivement aux femmes. N'est-ce pas une belle illustration de l'équité genre? Et célébration des 20 ans de vie sacerdotale du Père Franck à Dédomé. Mais c'était une occasion de reconnaissance donc à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, aussi lui rappeler son besoin permanent dans la vie du Père, afin de mieux servir à son tour les hommes. Les grands moments de cette messe avec Sylvain Abouzou. C'est le parcours de 20 ans de vie sacerdotale qui est ici célébré par le Père Franck à travers cette messe d'action de grâce destinée à dire merci et chanter les merveilles que fit le Seigneur pour lui dans sa vie de prêtre. 20 ans de vie dans le Seigneur et donc 20 ans de marche avec le Créateur. Le chemin est donc long, mais des défis ont été relevés. C'était un parcours de combattant, mais un parcours béni, jalonné de plusieurs difficultés. En 20 ans, je peux remercier le Seigneur qui m'a permis de faire un parcours dans lequel mon attention pour moi, la première était mes frères. Développer mon village, développer ma région, développer mon pays. Et il y a certaines œuvres qui sont là, on peut en voir, on peut en parler. Mais le vrai développement de l'homme, ça vient à travers la joie de pouvoir voir la vie s'épanouir. Nous avons essayé de soutenir les jeunes avec des parrainages à distance, permettant à des élèves de ne pas rester à la maison. Avec notre aide, chaque élève, chaque ressortissant, du moins pour le cours primaire, aujourd'hui, l'école primaire est assurée à 100% pour tous les enfants. La célébration de ce jubilé de porcelaine dans cette mission ministérielle et sacerdotale consiste aussi à prier pour l'enracinement de la paix au Togo en vue de son développement. Nous prions pour que ceux qui nous gouvernent aient la joie d'avoir des collaborateurs qui sont conscients de la nécessité de la paix. Parce que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et la paix, ce n'est pas l'engagement ni le travail d'une seule personne. Je suis sûr que si chacun apporte sa petite contribution, nous serons heureux de vivre dans un pays, seulement dans un bonheur. Nombre d'entre les fidèles l'encouragent dans cette mission sacerdotale. Le Père Franck Essi a été ordonné le 3 octobre 1998. Prions Dieu de l'aider à achever ce que les autres n'ont pas pu faire. La messe a été dite à Dédomé et conduite par le Père Gilles Agbemadon qui, à travers des versets bibliques tirés de la Sainte Écriture, exhorte la communauté chrétienne à s'attacher à la parole de Dieu pour cultiver la communion fraternelle en vue de l'embrassement de l'œuvre de l'Éternel. Les natifs de Yoto, je vous l'annoncer en titre, célèbrent demain, 24 août, c'est leur fête traditionnelle Rogbezan, un moment de rencontre et de partage autour de valeurs culturelles en vue de relever les défis liés au développement de la localité. Et ce vendredi déjà, les préliminaires ont eu lieu dans la forêt sacrée d'Ahépé, dans le Yoto, donc afin d'avoir la bénédiction ou encore l'onction des mânes des ancêtres sur la fête. Le rituel Rogbezan 2019 vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Voilà les images, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Très bon week-end de fête donc, aussi bien dans le Yoto qu'ailleurs. Passez un très bon week-end chez vous également. À très bientôt sur la TVT. Au revoir et très belle soirée.